Le titre provisoire de ma thèse, Femmes, travail et espace dans les productions audiovisuelles de la Révolution cubaine, 1959-1990. Donc je vais commencer peut-être par expliciter le choix de la période, pourquoi j'ai choisi cette période-là, ou pourquoi nous avons choisi cette période-là avec Nancy Berthier, qui est effectivement ma directrice de thèse, comme Marianne l'a rappelé. Donc 1959, c'est relativement facile de le comprendre. C'est l'année de la révolution à Cuba et c'est l'année de la fondation de l'ICAIC, donc l'Institut cubain du cinéma, qui va très rapidement avoir un rôle fondamental dans une production audiovisuelle au service de la révolution. Et pour la fin de la période, donc 1989, la chute du mur de Berlin, 1991, l'éclatement de l'URSS, et comme on le sait, ça a des conséquences très importantes sur l'économie cubaine. C'est le début de ce qui a été appelé la période spéciale en temps de paix, et ce sont des bouleversements économiques qui vont affecter aussi la production cinématographique, et notamment ça se voit très clairement dans le corpus que j'ai choisi, que je vais vous présenter, puisque le noticiero dont parlait Marianne s'arrête en 1990. Donc en fait, cette période-là, c'était un choix qui a été donc discuté avec Nancy Berthier et qui n'a pas varié depuis le début. Puisque c'est une période, en effet, donc, qui a une cohérence interne. Il y a évidemment des évolutions, notamment liées à l'influence de l'URSS, à l'adoption du réalisme socialiste. Mais il y a une cohérence puisque tous les acteurs, et c'est aussi ce qu'on va voir dans le cinéma, dans les films qui composent mon corpus, cherchent à construire la révolution. Alors qu'à partir des années 90, la question qui va se poser, c'est la question de la survie même de cette révolution. Donc cette période-là, c'est quelque chose, c'était un choix qui était présent dès le stade du projet de thèse, donc même avant 2018, vers les années 2016-2017, quand je commençais à en discuter avec Nancy Berthier. Et ça m'a pas posé de problème, c'est quelque chose qui a pas évolué. Ensuite, je voulais présenter un petit peu mon corpus, déjà du point de vue théorique. Pourquoi un corpus de cinéma documentaire? Donc, comme l'a dit Marianne, c'est un des axes essentiels de ma recherche. C'est lié à plusieurs choses. D'abord, je pense que je peux dire que c'est un choix de ma part, où je voulais mettre en valeur des productions audiovisuelles qui sont en général moins étudiées que la fiction. Donc, in fine, mon corpus se compose uniquement de moyens de courts-métrages documentaires et des actualités cinématographiques du noticiero, qui ont un statut un peu particulier. C'était un choix de ma part de mettre en valeur ces productions parce qu'elles me semblaient, elles nous semblaient, parce que encore une fois, tout ça c'est le fruit d'une réflexion avec Nancy Berthier, tout aussi importante que la fiction pour comprendre la révolution cubaine et son imaginaire. D'autant plus que la production documentaire en fait est quantitativement plus nombreuse que la production de fiction dans cette période. Et bien sûr, ça c'est une chose qui a quand même donné lieu à des discussions, des réflexions, puisque dans la fiction cubaine, il y a un certain nombre de films qui sont quand même très intéressants à analyser d'un point de vue d'études de genre, du point de vue de la représentation des personnages féminins. Donc j'ai mis seulement deux exemples. Lucia de 1968 de Humberto Solás et El retrato de Teresa de 1979 de Pastor Vega. Donc au début, ça pour le coup, contrairement à la période, ça a été, ça m'a posé question. Le fait je savais que je voulais étudier du documentaire, mais je savais pas si j'allais faire une thèse à la fois de perspectives croisées documentaire et fiction. Donc ça m'a c'est une interrogation que j'ai eue, ça a donné certaines discussions. Et en fait, j'ai fini par écarter la fiction parce que je me suis rendu compte que c'était un sujet de recherche à part entière, parce que je me suis rendu compte que j'avais assez de matière dans le cinéma documentaire et que ça me tenait à cœur de donner plus de place au cinéma documentaire, et que en tout cas faire les deux, c'était trop de travail pour une seule thèse en fait. Et je voulais aussi m'interroger, ça me semblait tout particulièrement intéressant d'avoir cette perspective de cinéma documentaire
en raison des rapports du genre documentaire au réel et par extension au politique, qui va faire que le documentaire est investi à Cuba d'une dimension didactique, éducative et de propagande. Et donc ça va devenir vraiment un format privilégié pour l'ICAIC. Et bien sûr, la fiction aussi est investie d'une mission de propagande, d'une dimension militante, d'une réflexion sur l'histoire de Cuba. Mais il me semblait qu'il y avait des spécificités dans le cinéma documentaire qui étaient peut-être davantage un genre performatif, qui allait créer un horizon d'attente différent chez les spectateurs, les spectatrices. Et donc ça me semblait intéressant de vraiment me concentrer sur ces questions-là. Et donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai fini par décider d'avoir uniquement un corpus de cinéma documentaire. Et aussi, c'était un choix lié à l'accessibilité du Noticiero ICAIC Latinoamericano, donc ce corpus d'actualité cinématographique, qui était une très bonne accessibilité, puisque donc, Marianne l'a rappelé, il y a eu un accord entre l'ICAIC et l'INA, donc l'Institut national de l'audiovisuel en France, pour la restauration, pour la numérisation de l'INA, qui faisait et qui fait encore que ce corpus est très facilement accessible quand on travaille à Paris. Et il y avait une volonté de l'INA et aussi une volonté de Nancy Berthier de mettre en valeur ce fonds avec ces projets de recherche que nous avons menés à bien entre 2020 et 2022. Et donc du coup je me suis rendu compte assez rapidement que le corpus du Noticiero ICAIC allait avoir une place très importante dans ma thèse. Et appréhender ce corpus très vaste, poser aussi toute une série de questions méthodologiques. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de ponts, beaucoup de passerelles entre ce corpus d'actualité cinématographique et les films documentaires que j'avais aussi pu consulter. Mais que c'était déjà un sujet à part entière d'étudier cette production-là, et que bien sûr faire des comparaisons avec la fiction serait tout à fait intéressant et bienvenu, mais je me suis rendu compte que ce serait trop vaste et j'allais pas pouvoir vraiment mettre en valeur les spécificités du genre documentaire qui m'intéressait. Je voulais parler aussi je voulais parler brièvement des difficultés que j'ai pu rencontrer dans la constitution de mon corpus, puisque donc, l'objet de cette présentation est un peu hybride, c'est de présenter mes recherches, mais c'est aussi de présenter les doutes ou les difficultés que j'ai pu avoir, à la fois pour moi, pour solliciter éventuellement l'éclairage ou l'avis des collègues, et aussi dans une perspective méthodologique, puisque j'ai la chance de compter dans le public plusieurs étudiantes, d'avoir un peu je pense que c'est intéressant de montrer aussi les difficultés auxquelles on fait face quand on fait une thèse, puisque aussi bien les contours précis du sujet que le corpus, quand on travaille en art visuel, c'est pas quelque chose qui apparaît magiquement dès le premier jour ou les premières semaines où on se met à avoir un projet thèse, à travailler. C'est sûr que le résultat final ne rend pas toujours compte du chemin et des détours qu'on a pris pour y arriver. Et puis spécifiquement sur Cuba, je voulais un petit peu raconter les difficultés que j'ai pu avoir et que je n'avais pas forcément anticipées. Donc je l'ai dit, il y a cette partie importante de mon corpus qui est constituée de reportages du Noticiero ICAIC, donc des actualités cinématographiques, et ça en termes d'accessibilité c'était vraiment des très bonnes conditions, et vraiment aussi bien moi que tous les autres chercheurs, chercheuses qui avons collaboré à ce projet de recherche, on a été extrêmement reconnaissantes envers l'INA et toutes les personnes qui ont travaillé à la restauration et aussi tout le travail de catalogage de ce fonds, parce que ça nous a vraiment ça nous a donné accès à quelque chose qui quelques années auparavant était uniquement un peu
un fantasme, ça serait peut-être excessif, mais qui était voilà, un corpus sur lequel pouvaient écrire des historiens du cinéma, mais sans vraiment pouvoir l'analyser de près, sans pouvoir le visionner en entier. Donc pour cette partie-là de mon travail, j'ai vraiment eu de la chance. Mais pour les autres films, ça n'a pas été aussi aisé. Donc l'autre partie de mon corpus est constituée de moyens et de courts-métrages documentaires que j'ai pu visionner et que j'ai pu copier à la Cinemateca de Cuba en 2019. Donc la Cinemateca de Cuba qui fait partie de l'ICAIC. Et donc ça, c'était des films qui étaient accessibles nulle part ailleurs. Et donc j'ai eu la chance, mais bon ça je le savais pas, mais j'ai eu la chance de commencer ma thèse en septembre 2018 et de pouvoir faire un premier séjour vraiment important de plusieurs mois à Cuba en 2019, donc au deuxième semestre. J'ai eu la chance aussi d'enseigner uniquement au premier semestre, parce qu'il y a toutes ces questions matérielles aussi quand on fait une thèse. Et bien sûr, enfin, je dis j'ai eu la chance, je ne le savais pas. Personne ne pouvait se douter qu'il y aurait une pandémie qui fermerait les frontières à partir de 2020. Mais j'ai eu la chance, en fait, de commencer à ces dates-là et de pouvoir faire ce premier séjour, parce que si j'avais commencé ne serait-ce qu'un an plus tard, je ne sais pas du tout... je sais pas du tout quelle thèse j'aurais fait. J'aurais certainement fait une autre thèse, bon, qui aurait peut-être été intéressante aussi. Mais voilà, sans ce séjour-là, j'aurais pas pu avoir accès à ces films-là. Et je remercie aussi notamment donc, le directeur de la Cinémathèque, Luciano Castillo, et toute son équipe, qui m'ont accueilli très chaleureusement et qui m'ont permis de copier, enfin déjà de visionner, mais aussi de copier quantité de films, et j'insiste vraiment sur le fait que je l'ai fait avec leur accord, enfin voilà. Mais c'était un séjour un peu particulier parce que la Cinémathèque, évidemment comme le reste de Cuba, travaille avec les moyens du bord, j'ai envie de dire. Mais j'ai eu la chance, voilà, que leur générosité m'a permis de copier tous ces films pour pouvoir travailler calmement dessus depuis Paris. Parce que évidemment ça aurait pas été possible pour moi ayant voilà, toute une mission d'enseignement, puis après mes postes d'ATER, et puis évidemment avec la pandémie, ça aurait pas été possible pour moi de me rendre trop fréquemment à Cuba. Mais donc du coup j'ai pu copier vraiment quantité de films, et c'est à partir en fait de ces copies là que je travaille, qui sont plutôt de mauvaise qualité mais qui sont quand même tout à fait exploitables. Et je voulais aussi parler de mon corpus fantôme, puisque j'ai aussi un corpus fantôme de films dont l'existence est attestée par les archives, mais qui était impossible à consulter quand je me suis rendue à la Cinémathèque. Donc ce sont probablement des films conservés en 35 mm, je peux même pas l'assurer, mais c'est quand même c'est probable que ce soit le cas, mais aucune copie n'était disponible pour la consultation. Donc je sais que ces films existent, et leurs titres, leurs années font que je peux avoir une idée au moins vague de leur thématique. Mais je n'ai pas pu les consulter, je n'ai même pas pu les voir une fois, donc voilà, c'est un peu mon corpus fantôme. Je peux pas faire, enfin je peux pas faire comme si ces films n'existaient pas, mais je peux pas non plus les analyser de manière détaillée et en tirer des conclusions. Donc bon, je l'ai mis deux exemples. Cultivo del tomate alisado, qui d'après les informations que j'ai pu avoir parle de la participation des femmes à la culture des tomates. Et un autre film dont le titre, je pense, parle de lui-même, Lo bello de otra manera, La mujer y el deporte, donc sur les femmes et le sport. Voilà, mais donc cependant, j'ai pas de raison de penser que le contenu de ces films contredirait mes analyses, donc évidemment c'est regrettable de pas pouvoir les voir, mais je ne pense pas que ça que ça contredise la recherche que j'ai pu mener à partir des films que j'ai pu voir et que j'ai pu copier. J'ai aussi consulté des archives papier, donc principalement des coupures de presse, la revue Cine Cubano, mais la revue Cine Cubano elle est accessible aussi hors de Cuba. Mais je n'ai pas trouvé de scénarios originaux, je n'ai pas non plus accès aux archives personnelles des cinéastes, je n'ai pas non plus trouvé de contrat de travail ou de documents juridiques, donc ça je le mentionne parce que ça faisait partie des discussions que j'avais eues avec Nancy Berthier avant que je parte à Cuba, des choses qu'elle m'avait recommandé de chercher. Voilà, dans l'ensemble, j'ai pas eu accès à beaucoup d'archives papier, mais j'ai quand même pu en consulter certaines.
Mais du coup, la conséquence de ça, c'est que je manque de données sur la réception des films par le public. Par exemple, je n'ai pas de décompte du nombre d'entrées comme on peut le faire aujourd'hui ou sur d'autres pays. On peut savoir très facilement combien d'entrées a fait un film et ça nous donne quand même un aperçu sur les questions de réception. Là, c'est pas du tout le cas. Selon les films, je peux quand même avoir quelques données sur la réception par la presse spécialisée. Donc par presse spécialisée, en fait, j'entends surtout Cinekuwano. Et effectivement, selon les années, ce que Cinekuwano, qui était vraiment la revue de référence, va choisir de mettre en lumière ou pas, ça nous donne quand même des indications. Et aussi les festivals, je peux savoir parfois que tel ou tel film a été primé dans un festival. Donc ça, c'est quand même toujours bon à savoir. Et sinon, la dernière difficulté que j'ai pu rencontrer, c'était pendant la période où j'étais à Cuba. Il m'a été quand même assez difficile de convaincre les personnes encore vivantes et liées aux films sur lesquels je travaille de m'accorder des entretiens. Donc voilà, pour ça je peux le comprendre aussi parce que j'étais une inconnue pour ces personnes qui n'avaient pas forcément envie de revenir sur cette période-là de leur vie professionnelle ou privée. Donc j'ai quand même pu faire quelques entretiens avec notamment un preneur de son ou des caméramans de cette période. Mais dans l'ensemble, c'est pas quelque chose que j'ai pu mener de manière approfondie, voilà, simplement parce que ça n'a pas été possible. Donc du coup, finalement, le principal... mon travail de recherche est principalement constitué de ce corpus et des analyses que je peux mener à partir de ce corpus, en dialogue avec le contexte, avec les travaux d'histoire que j'ai pu consulter, mais tout ce qui est vraiment autour de la jeunesse de ces films, des conditions de production exactes de ces films, c'est pas des éléments que j'ai beaucoup... c'est pas vraiment des éléments auxquels j'ai eu accès, et tout ce qui est pour la partie réception, qui serait très intéressante à explorer, ça reste aussi un angle mort, je pense, de ma recherche, faute en fait d'accès à des sources ou faute de ressources pour explorer cette question. Je voulais aussi présenter un petit peu la perspective d'études de genre que j'ai adoptée dans cette thèse, qui en fait déjà se justifie, je pense, par le contexte, puisque la question du genre, c'est une problématique originale pour relire ce processus révolutionnaire et pour en souligner certains paradoxes, puisque pour ce qui est de la place des femmes dans la Révolution, on peut dire que c'est un projet politique un peu ambivalent, puisque les transformations sociales dérivées de cette révolution vont leur permettre notamment d'avoir accès à l'éducation, à la santé, à la contraception, à l'avortement, ce qui est quand même quelque chose à souligner quand on le met en perspective avec le contexte latino-américain plus global, même encore actuel. Mais ces questions-là vont toujours être subordonnées à la révolution, au socialisme, quand ce terme-là va s'imposer. Mais la question du féminisme ou de l'égalité de genre n'est pas un objectif en soi, et le discours officiel va souvent reproduire aussi des stéréotypes. Et donc cette perspective d'étude de genre, elle se justifie aussi par l'existence d'un corpus sur la question d'un corpus documentaire sur la question des femmes dans la Révolution. On peut dire que c'est un sous-genre, c'est peut-être excessif, en tout cas un petit sous-genre de la production documentaire cubaine révolutionnaire. Et c'est quelque chose que Michael Shannon remarquait déjà dans son ouvrage qui a fait date, Cuban Cinema. Donc c'est pas quelque chose qu'il va particulièrement explorer parce que le but de son ouvrage est tout à fait autre. Mais il avait déjà remarqué, on voit que c'est une des thématiques du cinéma documentaire de la période. Et c'est aussi quelque chose dont on avait l'intuition avec Nancy Berthier avant que j'aille à Cuba. Donc comme je vous l'ai dit, avant que j'aille à Cuba, en fait j'avais accès à des films de fiction qui sont relativement faciles à trouver en Europe, et au Noticiero Icaic, mais que j'avais pas pu visionner dans son intégralité.
Mais les films documentaires qui font partie de mon corpus, je n'avais jamais pu les consulter, donc c'était un petit peu un pari aussi, mais c'était une discussion qu'on avait eue avec Nancy Berthier, et on pensait qu'il y avait quelque chose autour des femmes dans cette production documentaire, et ça s'est confirmé quand j'ai pu partir à Cuba. Et cette perspective d'étude de genre, elle se justifie aussi par la question du travail des femmes, qui est vraiment quelque chose de central, qui est en fait lié à la question que posent ces films de leur participation à la Révolution, comment est-ce qu'elles peuvent prendre part à la Révolution. Donc ce thème du travail, il s'articule aussi avec celui de l'espace, parce que le travail des femmes, ça peut être un travail qui s'exerce dans l'espace du foyer, donc travail domestique ou toutes les thématiques de la reproduction sociale, et ça peut être un travail qui s'exerce dans l'espace public, et donc pour Cuba, ça va être notamment dans l'industrie ou dans l'agriculture. Je me suis aussi intéressée aux théories de la reproduction sociale, qui sont un pan des théories féministes qui vont distinguer le travail productif, donc qui relève de la production de biens et de services, et le travail reproductif, qui en fait relève de la production et de la reproduction de la force de travail, et qui donc inclut la reproduction biologique, mais aussi le soin aux enfants, et toutes les tâches qui sont nécessaires à la survie, au bien-être physique et psychique, émotionnel des travailleurs. Parce que c'est un travail qui est fait par les femmes, et en général dans l'espace domestique, qui peut aussi être pris en charge par l'État et par ses divers services sociaux ou médicaux. Et donc évidemment, ces concepts-là, ils sont anachroniques par rapport au corpus que j'étudie, parce que c'est des concepts qui émergent dans le féministe marxiste états-unien des années 1980, mais qui sont en fait tout à fait pertinents, parce qu'ils permettent d'éclairer des biais présents dans certains des films de mon corpus, autour de l'articulation entre ces différentes notions. Après, évidemment, j'ai aussi consulté les ouvrages de référence sur les questions de féminisme et cinéma, études de genre et cinéma, que j'ai mis dans la diapositive, Laura Mulvey, Teresa de Lauretis, Anne Kaplan, Annette Kuhn, etc. Mais ça n'a pas forcément été ce qui m'a le plus aidée, en fait, parce que en général, c'est plutôt un questionnement sur la représentation des femmes dans le cinéma de fiction. Et je me suis rendu compte que ça ne m'était pas forcément vraiment utile pour analyser les documentaires de mon corpus. Maintenant, je voudrais rappeler quelques éléments de contexte assez rapidement, parce que je vois que l'heure tourne. Mais je pense que c'est quand même assez nécessaire, parce que les films de ce corpus vraiment ne peuvent pas se comprendre sans quelques éléments de contexte sur la question de la participation des femmes à la Révolution. Donc notamment dès 1960, on a la création de la FMC, la Fédération des femmes cubaines, qui va apparaître dans le noticiero, qui va apparaître dans certains des films, qui va même commander un des films de mon corpus. Donc c'est important de préciser dès le départ que c'est une organisation féminine et non féministe, et son objectif, c'est de structurer la participation des femmes à la Révolution, et éventuellement de lutter contre les discriminations dont elles peuvent être victimes. Il y a quand même aussi cette dimension-là, mais elle est plus secondaire. C'est une organisation de masse qui est implantée dans tous les quartiers, qui va publier des magazines, donc qui va être une organisation vraiment importante pour la période et pour comprendre les films de mon corpus. Et la question centrale des années 1960 concernant les femmes et la Révolution, ça va être la question de les inciter à occuper des emplois dans la production, donc principalement industrie et agriculture. Et ça va être très important dans le contexte de la préparation de la récolte de canne à sucre des 10 millions de 1970. 10 millions étant un objectif qui n'est finalement pas atteint, puisque comme il faut mobiliser de très nombreux hommes pour couper la canne, les femmes vont les remplacer à leur poste de travail dans l'industrie ou dans l'agriculture, selon une division du travail très marquée selon le genre, puisque le fait de couper la canne va être vu comme une activité plutôt masculine.
Donc il y a quand même cette idée qu'il faut que les femmes se mettent à occuper des emplois dans la production. Il y a aussi une prise en compte de la question du travail domestique et du travail reproductif qui va se traduire par la création des círculos infantiles, donc qui correspondent aux crèches ou à des écoles maternelles éventuellement, où les enfants sont pris en charge par l'État pendant que les mères travaillent dans la production. Donc ça, c'est une réalité très intéressante à observer, mais leur nombre reste insuffisant selon les principaux travaux d'historiennes que j'ai pu consulter sur la question des femmes dans la Révolution cubaine. Un autre élément de contexte important à mentionner avant de parler directement des films, c'est le fait que les femmes sont aussi incitées à participer à des activités politiques et militantes, donc notamment à devenir membres de la Fédération des femmes cubaines, à s'investir dans ces activités, à être membre aussi des comités de défense de la Révolution, à participer à des activités de travail volontaire. Et ça va avoir des effets ambivalents et très intéressants. C'est que d'un côté, ça leur permet de prendre part au processus révolutionnaire, aux changements qui sont en cours. Et donc, dans une certaine mesure, ça leur permet d'échapper à l'influence de leur père et de leur mari, d'acquérir une relative indépendance. Mais de l'autre, ce sont des activités chronophages, voire épuisantes. Surtout si en même temps elles doivent occuper un emploi dans la production et continuer à s'acquitter des tâches domestiques, ce qui amène certains auteurs ou certaines autrices à parler de double journée. Donc double journée, c'est une expression assez classique pour dire un travail à l'extérieur du foyer rémunéré et en même temps tout le travail domestique non rémunéré. Mais il y a aussi des auteurs ou des autrices pour Cuba qui parlent de triple journée en disant à ça s'ajoutent en fait les tâches militantes dans les organisations de masse qui sont loin d'être une activité négligeable. Et pour terminer ce petit panorama du contexte, on peut aussi mentionner le nouveau code de la famille de 1975, qui est quand même très novateur et progressiste, puisqu'il stipule que les épouses s'engagent au moment du mariage à partager le travail ménager, l'éducation des enfants. Une absence de partage de ces activités peut même être un motif de divorce selon ce texte. Cependant, là encore, les historiens ou les historiennes s'accordent à dire que ce code de la famille, même très avant-gardiste, n'a pas suffi à changer les structures sociales et les comportements. Donc, maintenant que j'ai présenté un petit peu ces questions de contexte, je vais présenter un peu plus mon corpus et les différentes conclusions, les différentes analyses que j'ai pu mener à bien. Donc bien sûr, une part importante de mon travail, à la fois une part importante du temps que j'ai consacré à cette recherche et une part importante de ce qui sera bientôt, je l'espère, le manuscrit de ma thèse, est consacrée au Noticiero Icaic Latinoamericano, donc le corpus d'actualité cinématographique, produite de 1960 à 1990, de manière hebdomadaire, dirigée par Santiago Alvarez, mais qui est une véritable œuvre collective avec plus de 200 collaborateurs, collaboratrices sur 30 ans, qui est souvent qualifiée aussi d'école de cinéma pour toute une génération. Donc j'ai mis les couvertures des 3 ouvrages qui existent à ce jour sur ce corpus. Donc le premier qui a été publié en 2012 à Cuba, qui en fait est un livre d'interview avec une partie non négligeable de ses collaborateurs et collaboratrices, qui est vraiment une source très intéressante, très importante pour qui veut comprendre ce corpus, mais qui n'analyse pas les éditions en elles-mêmes, simplement parce que c'était pas l'objet de ce livre. Et ensuite les 2 ouvrages qui ont été coordonnés par Nancy Berthier et Camila Areas, où il s'agit en fait du même ouvrage publié en français et en espagnol. Et donc c'est un projet très ambitieux auquel j'ai eu la chance d'être associée. Et ça a été une grande chance pour mon travail parce que ce corpus du Noticiero est extrêmement vaste.
On le disait tout à l'heure avec Marianne, il comporte 1493 éditions. Pour une durée totale de visionnage qui avoisine les 250 heures. Et moi, l'objet de ma thèse, c'était vraiment d'étudier la question de la représentation des femmes dans ce corpus, en parallèle avec le corpus que j'avais de cinéma documentaire. Mon objet n'était pas de faire une thèse sur le noticiero dans son ensemble, et donc pouvoir participer à ce projet où nous avons étudié le noticiero sous différents angles, à la fois pour les actualités plutôt internationales, pour les actualités nationales, à la fois d'un point de vue thématique, d'un point de vue esthétique, avec un collectif de chercheurs et de chercheuses très international et aussi multidisciplinaire, puisqu'il y avait des spécialistes d'art visuel, mais aussi des historiens, des historiennes, ou même une personne qui est plutôt spécialiste d'histoire économique. C'était évidemment une grande chance, puisque en fait, ça m'a permis d'avoir accès très rapidement aux conclusions des collègues sur d'autres aspects du noticiero, ce qui était nécessaire pour moi, mais que je n'avais pas le temps de faire moi-même, et pas forcément les moyens, parce que je suis évidemment pas spécialiste de tout, mais pourtant c'était nécessaire, puisque étudier la manière dont les femmes sont représentées dans ce corpus, sans avoir une vue d'ensemble de ce corpus lui-même, de son histoire, de ses évolutions et de tous les thèmes qu'il peut embrasser, ça aurait été insuffisant. Voilà, donc ça a été vraiment une grande chance pour moi. Et du coup, ma propre analyse a été d'abord une analyse quantitative à partir d'une recherche par mots-clés dans la base de données de l'INA, qui était vraiment précieuse. Et donc sans rentrer dans les détails de cette analyse, c'est ça qui m'a permis de sélectionner les éditions les plus pertinentes, et j'en ai visionné beaucoup plus que ce qui était que ce que j'ai gardé à la fin pour ma thèse, mais je n'ai pas réussi à tout visionner, mais j'ai quand même vu plus du tiers, pas loin de la moitié du total. Et c'est cette analyse, cette recherche par mots-clés qui m'a permis de sélectionner les éditions et qui m'a permis de faire émerger 3 figures. Donc en fait, ma conclusion sur cette partie-là du corpus, c'est que selon ces films, selon ces reportages, il y a 3 manières pour les femmes cubaines de prendre part à la révolution. La première, c'est le travail, donc dans la production. La deuxième, c'est le sport. Et la troisième, c'est l'engagement militaire, notamment dans les milices qui existent à ce moment-là. Donc, à ces 3 activités correspondent 3 figures qui sont présentées par le noticiero comme des modèles pour les cubaines et qui correspondent à des nouveaux rôles que les femmes peuvent occuper grâce à la Révolution. Ce que nous dit le noticiero de ces 3 figures, c'est que ce sont des activités qui sont avant tout au service de la Révolution. Donc j'insiste sur ce point parce que c'était aussi cohérent avec ce que j'avais pu lire des travaux d'histoire sur les femmes dans la Révolution. L'idée, c'est surtout de se demander ce que les femmes peuvent apporter à la Révolution, plus que ce que la Révolution peut apporter aux femmes en réalité. Mais tout de même, ces activités-là sont aussi présentées comme vectrices d'émancipation et d'égalité. Donc la préoccupation de l'égalité, elle est peut-être secondaire, mais elle est quand même présente. Donc du coup, ce qui était intéressant, c'est par rapport aux intuitions que Nancy Berthier avait, dont nous avons pu discuter avant ma thèse, quand j'en étais encore au stage du projet de thèse, et puis au début de ma thèse, avant que je parte à Cuba. La question du travail, effectivement, est centrale, et quantitativement, c'est la question qui apparaît le plus dans les éditions sur les femmes. Et donc ça correspondait aux intuitions de Nancy Berthier. Mais la question du sport et la question de l'engagement militaire, c'était pas quelque chose que nous avions pressenti, ni elle ni moi, mais ce sont aussi des figures qui sont mises en avant et qui sont montrées comme dans le noticiero, qui sont mises en avant comme des manières pour les femmes de prendre part à la Révolution. Pour terminer sur ces préambules, sur mes analyses autour du noticiero, donc logiquement, cette question de la place des femmes dans la Révolution relève surtout des actualités nationales.
puisque cela relève des transformations internes de la société cubaine dans la période. Mais en fait, en analysant ces éditions de plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait une connexion quand même assez évidente avec les questions internationales, parce que, notamment pour ce qui est de la guerre du Vietnam, il y a beaucoup d'éditions sur les combattantes vietnamiennes, donc les femmes dans la guerre du Vietnam qui sont présentées comme des héroïnes, et sur la question du rôle de la FMC, sur la question du sport, on voit que la FMC et les compétitions sportives vont aussi avoir une grande importance dans les relations avec le bloc de l'Est, dans le contexte de la guerre froide. Donc en fait, cette question qui était initialement plutôt vraiment une question nationale et interne à Cuba, s'est révélée au fur et à mesure de l'approfondissement de ma connaissance de ce corpus et de mes analyses, s'est révélée être aussi une question intéressante pour les questions plutôt de relations internationales. Donc j'ai mis quelques extraits pour vous présenter brièvement ces éditions sur les femmes et le travail. Donc quelques images extraites d'un reportage de 1969 sur les femmes dans les travaux agricoles. Donc en fait là il s'agit des femmes qui participent spécifiquement à la production sucrière, enfin au raffinement de la canne à sucre. Et quelques images aussi de l'édition 350 de 67 qui est entièrement consacrée aux femmes à la veille, à l'avant-veille du 8 mars, le 8 mars étant une date qui apparaît presque chaque année comme associée aux femmes dans le noticiero. Donc quelques images de leur participation dans des activités agricoles. Je voulais mettre en avant donc ces nombreux gros plans sur leurs visages, qui sont toujours des visages extrêmement souriants et joyeux. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les éditions sur le travail des femmes, puisque c'est supposé être une activité épanouissante, émancipatrice pour elles. Donc c'est quelque chose qui va être beaucoup souligné à travers tous ces sourires. Beaucoup de gros plans sur leurs mains aussi, une manière d'insister sur leurs efforts, leur participation à ces activités. Et là, c'est une période où esthétiquement, le noticiero a évolué. Donc la voix off qu'on avait au début est moins présente. Et le message didactique va en fait surtout passer par ces gros plans, un montage rapide et l'usage de la musique, qui va être dans cette édition une musique extrêmement joyeuse. Et donc je voulais insister sur l'usage de ces gros plans qui amènent à fragmenter les corps, mais qui ici ne correspondent pas du tout à une forme de sexualisation des corps féminins, contrairement à ce qu'on va voir dans d'autres éditions. Donc je vous ai dit que le plus important, quantitativement, le plus important, ce sont les reportages autour du travail des femmes, qui est toujours, dans le noticiero, c'est toujours un travail dans la production. Mais la question du sport aussi est assez importante. Donc les sports pratiqués par les femmes dans ces reportages sont nombreux, variés, peuvent être collectifs, peuvent être individuels. Là aussi, c'est présenté comme une manière d'atteindre une forme d'émancipation qui passe notamment par l'accès à l'espace public. Et c'est aussi présenté comme une manière de défendre les valeurs de la Révolution, notamment pour celles qui vont faire du sport dans des compétitions professionnelles internationales. Donc il y a aussi un enjeu géopolitique et de relations internationales autour de cette question du sport féminin. Et enfin, l'engagement militaire, où là j'ai mis plusieurs images de combattantes vietnamiennes et une image de miliciennes cubaines qui s'entraînent. Donc les reportages sur la guerre du Vietnam insistent vraiment sur la participation des femmes. Et ces combattantes sont présentées comme un modèle pour les cubaines. On a aussi un reportage très intéressant en 1962 sur l'entraînement des miliciennes cubaines. Et là, la date du reportage est vraiment intéressante parce que c'est un reportage qui, d'après la base de données de l'INA, est diffusé le 12 novembre 1962, donc juste après la crise des missiles d'octobre 62, donc dans un contexte particulièrement tendu.
on voit que ces femmes sont incitées à prendre part à la révolution, et prendre part à la révolution, ça peut y compris avoir un sens d'engagement militaire. Et enfin, je voulais terminer cet aperçu de mes recherches sur le noticiero par donc cette question que j'ai brièvement mentionnée de la fragmentation et la sexualisation des corps féminins, qui est quelque chose qu'on retrouve particulièrement dans les éditions consacrées au carnaval de la Havane. Donc là, c'est un exemple qui vient d'un reportage de 1963. Et pour appréhender cette sous-catégorie des éditions sur le carnaval, je me suis servi du concept de male gaze de Laura Mulvey, donc qui est qui a eu un certain succès ces dernières années, donc qui est assez connu, et qui là me semblait vraiment particulièrement pertinent, puisque ce sont vraiment des gros plans sur des parties particulièrement sexualisées des corps de ces femmes, qui donc là sont les candidates pour un concours de beauté qui est organisé chaque année à l'occasion du carnaval pour élire la reine du carnaval. Et donc c'est intéressant d'observer la présence de ces reportages-là qui contrastent avec l'aspect moderne, progressiste des autres éditions qui insistent au contraire sur la participation des femmes dans divers types d'activités, sur leur contribution à la révolution. Donc quantitativement, c'est pas quelque chose de très important, mais c'est quand même un type de reportage dont on remarque la présence quand on étudie de près le noticiero et quand on a le temps de visionner un grand nombre de reportages. Donc tout ce travail sur le noticiero m'a vraiment beaucoup occupée, aussi parce qu'on a eu le projet de recherche, et puis parce que c'est un grand nombre d'éditions à visionner et à remettre en ordre. J'ai mis un certain temps à arriver à ces élaborations et à pouvoir les présenter de manière claire dans le chapitre de ma thèse qui leur est consacré. Et maintenant, je vais vous présenter un petit peu l'autre versant de ma recherche, donc sur le cinéma documentaire de l'ICAIC, donc les moyens et courts-métrages, qui est là une partie de ma thèse qui est beaucoup plus en chantier, que je suis en train de rédiger. Et en fait, pour l'essentiel, en fait, ces films, en tout cas les films que je vais aborder dans le chapitre 3 de ma thèse, ont le même discours que le noticiero sur la place des femmes dans la Révolution. Donc ce qui change, c'est le format, c'est aussi les circuits de distribution, mais en fait le regard porté sur cette question et les discours mis en place sont les mêmes. Donc c'est aussi une vision très positive, on pourrait dire une célébration des avancées permises pour les femmes par la Révolution et une célébration des différentes activités auxquelles elles peuvent prendre part. Et à nouveau, on retrouve ces trois thèmes, donc du travail dans la production, du sport et de l'engagement militaire. Et donc du coup, le noticiero semble avoir, en tout cas dans ma thèse, a valeur un peu de matrice pour la représentation des femmes autour de ces trois thématiques. Et là, dans ce chapitre, donc qui est encore en jachère de ma thèse, les films sont classés selon un critère qui est ont-ils été réalisés par des Cubains ou par des étrangers. Et donc notamment, j'ai plusieurs films réalisés par des réalisateurs cubains. Donc les deux principaux sont Con las mujeres cubanas de Octavio Cortázar de 1974 et Las Tañas de Santiago Villafuerte de 1971. Mais j'ai aussi 3 films réalisés par des étrangers. Donc, lorsque nous avons discuté de l'articulation de ce chapitre avec Nancy Berthier, il nous a semblé que c'était le meilleur critère pour ordonner cette production, plus qu'un critère chronologique, par exemple.
Donc pour Con las mujeres cubanas, il va occuper une place importante dans mon analyse parce que c'est un moyen métrage de 48 minutes. C'est un film en couleur, contrairement au Noticiero qui est intégralement en noir et blanc. Et il a beaucoup de similitudes avec la vision des femmes qui est proposée par le Noticiero, mais il y a quand même quelques thèmes qui sont nouveaux, notamment l'évocation du passé pré-révolutionnaire qui permet de mieux mettre en valeur les avancées obtenues par les femmes grâce à la Révolution. La question de la participation des femmes à la guérilla contre Batista, qui est à peine suggérée dans le Noticiero, qui là est un peu plus développée. La question de la FMC, bon, les círculos infantiles, c'est quelque chose qui apparaît aussi dans le Noticiero. Il y a quelques éditions sur les círculos infantiles. Et il y a aussi des points communs intéressants entre les deux productions. Dans les deux cas, on a aussi... dans le Noticiero, c'est une seule édition, la 443. Dans Con las mujeres cubanas, c'est un petit peu plus développé. Des micro-trottoirs autour du travail domestique, c'est-à-dire que soit les journalistes du Noticiero, soit l'équipe du film de Con las mujeres cubanas interviewent des hommes et des femmes autour de la question de la répartition du travail domestique. Où du coup ça donne lieu à des approches assez novatrices et dans les deux cas, aussi bien dans l'édition 443 du Noticiero que dans Con las mujeres cubanas, on assiste à une mise en scène et à une ridiculisation du discours machiste où on comprend clairement que aussi bien l'équipe du Noticiero que Octavio Cortázar et son équipe pour son film sont en faveur d'une répartition plus juste et égalitaire entre hommes et femmes du travail domestique au sein du foyer. Et aussi, le thème du sport féminin, professionnel ou amateur, apparaît à la fin du film. Un autre point commun avec le Noticiero, c'est que dans l'ensemble, on peut voir beaucoup d'aspects qu'on peut considérer avec un regard évidemment situé dans notre présent, qu'on peut considérer comme progressiste, et il y a quand même des moments aussi plus ou moins évidents de sexualisation des corps féminins. Donc ça, ce sera le film qui va quand même occuper une grande partie de mon analyse dans la première partie du chapitre 3 de ma thèse. Et ensuite, je vais probablement aussi m'intéresser à un court-métrage qui s'intitule Las Tañas, qui montre la principale brigade de femmes coupeuses de canne à sucre, et que je vais mettre en rapport avec quelques reportages du Noticiero qui sont aussi consacrés à ce même sujet. Donc, puisque je vous ai dit que la question de la récolte de canne à sucre était vue comme une activité essentiellement masculine, mais il y a eu quand même quelques brigades de femmes. Et leur rôle est mis en lumière dans quelques éditions. Donc, par rapport à l'ensemble des éditions du Noticiero, c'est marginal, mais encore une fois, c'est quelque chose quand même qu'il faut remarquer. Et donc, qui est aussi mis en avant dans ce court-métrage de 1971, qui aborde aussi la question des résistances machistes auxquelles elles ont pu faire face. Et enfin, la deuxième partie de ce chapitre 3 sera consacrée à des films réalisés par des cinéastes étrangers de passage à Cuba, mais qui sont tout de même des films produits par l'ICAIC, puisque l'ICAIC avait le monopole sur la production. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est le même imaginaire, le même enthousiasme. Et donc ce sont des films qui se font volontairement, des réalisateurs qui se font volontairement les relais internationaux de ce discours officiel. Ce qui prouve la force charismatique de cette révolution qui arrive à diffuser à l'international un imaginaire autour de la question des femmes et de la participation des femmes dans cette révolution. Donc là, il y a deux films réalisés par des hommes. Eyas, du danois Theodor Christensen, de 1964, et Opération Piccolino, de l'argentin Alejandro Saderman, de 1970. Et donc le premier est un film général sur la participation des femmes dans les diverses activités dont je vous ai déjà parlé. Le deuxième s'intéresse spécifiquement aux femmes dans l'agriculture et notamment spécifiquement à la question de comment elles apprennent à manœuvrer des tracteurs, qui sont donc les fameux Piccolino du titre. Et à la fin de cette deuxième partie de mon chapitre 3, j'ai un dernier film plus difficile à classer puisqu'il a été réalisé par une femme et que le quatrième chapitre de ma thèse porte précisément sur des films réalisés par des femmes.
Donc c'est un film, je ne suis pas encore absolument certaine de à quel moment de ma réflexion je vais l'aborder. Palmas Cubanas, réalisé en 1963 par Drosina Prado, de nationalité espagnole et soviétique, qui est un film qui se caractérise par une expérimentation formelle très poussée, qui brouille les limites entre la fiction et la non-fiction, mais qui n'a pas de perspective critique, donc qui formellement détonne un peu par rapport au reste de mon corpus, mais sur le fond ne détonne pas du tout, parce que sur le fond c'est un enthousiasme très clair pour la révolution cubaine et pour le rôle, la place que les femmes peuvent y tenir. Donc c'est pour ça que je ne sais pas forcément quel est le moment le plus judicieux pour aborder ce film. Puisque à la suite de mon chapitre 3, je prévois d'avoir un chapitre 4 qui là se centre sur 2 films réalisés par 2 femmes, mais cette fois-ci de nationalité cubaine, et qui développent de différentes manières une vision critique, avec une certaine forme aussi d'expérimentation formelle pour le film de Sara Gomez. Donc c'est vrai que si mon critère c'est de mettre en lumière des films réalisés par des femmes, le film de Drosina Prado dont je viens de parler, il pourrait trouver sa place dans le chapitre 4. Mais même si formellement il est assez audacieux, le discours qu'il propose, au contraire, va plutôt avec les films dont je vous ai déjà parlé pour le chapitre 3. Et notamment les autres productions de cinéastes étrangers qui vont aussi célébrer cette place des femmes dans la révolution cubaine. Pour les présenter brièvement, Sara Gomez est de plus en plus connue, fait l'objet d'un nombre croissant de travaux dans le champ des études cinématographiques ou dans le champ des études sur Cuba. Elle a eu une vie dramatiquement courte puisqu'elle est morte à l'âge de 31 ans. C'est à la fois une des seules cinéastes noires de la période et une des seules femmes. C'est la seule femme, si on prend le critère de la nationalité, puis c'est la seule femme cubaine à faire du cinéma dans cette période, à l'ICAIC. C'est pas la seule si on élargit à des personnes comme Drosina Prado qui ont séjourné à Cuba, qui ont fait des films à Cuba avec l'ICAIC, mais Drosina Prado n'a jamais eu la nationalité cubaine. Donc elle a réalisé une quinzaine de courts et de moyens métrages documentaires. C'est la première femme cubaine à réaliser un long métrage de fiction, donc De Cierta Manera, mais malheureusement elle est décédée avant d'avoir pu achever le montage de ce film. Pour présenter aussi brièvement Marisol Trujillo, qui est moins connue mais qui est tout de même importante. Donc elle est décédée en 2019, donc je n'ai jamais pu la rencontrer, ce que je regrette. Donc si j'avais eu la perspicacité de commencer ma thèse encore plus tôt, j'aurais peut-être eu la chance de la rencontrer, de l'interviewer, mais ça n'a pas été possible. Elle est entrée un peu plus tard que Sara Gomez à l'ICAIC, d'abord au centre de documentation. Elle a participé à la revue Cine Cubano et elle est la réalisatrice d'une douzaine de documentaires. Elle a également été scénariste. Les plus connus sont le court-métrage documentaire Lactancia 1977, donc sur la thématique de l'allaitement, que je n'ai jamais pu visionner, et ça je le regrette vraiment parce que j'aurais beaucoup aimé. J'espère pouvoir le voir un jour, mais je n'y ai pas eu accès. Et elle a également elle est également l'autrice d'un moyen métrage expérimental qui s'intitule Oración de 1984. Je vais essayer de conclure rapidement. Donc j'ai beaucoup de choses sur. Donc j'ai un film de Sara Gomez. Donc oui, peut-être que c'était pas très clair dans la manière dont j'ai amené les choses. Donc ces 2 réalisatrices sont vraiment intéressantes et pour la première fait l'objet d'un nombre croissant de travaux. Pour la seconde c'est pas tellement le cas. J'espère que ça le sera. Mais moi le fil rouge de ma recherche, c'est vraiment la question de la représentation des femmes, pas tellement la question des femmes réalisatrices.
Donc ce qui a guidé mes choix quand j'ai visionné aussi bien les reportages de Noticiero que les films, quand j'ai choisi ou pas de les intégrer dans mon corpus, c'est est-ce que ce sont des films qui ont pour thème la question des femmes dans la Révolution, de la participation des femmes dans la Révolution. Et donc il se trouve que certains de ces films sont réalisés par des femmes, donc c'est nécessairement quelque chose qui m'interroge, que je vais mettre en valeur. Mais voilà, il y a d'autres recherches à mener sur les femmes en tant que réalisatrices, la place des femmes dans l'ICAIC, puisque c'était un milieu extrêmement masculin dans les années 60-70, particulièrement pour la réalisation, mais aussi pour tous les postes techniques, puisque on trouvait des femmes uniquement comme monteuses. Donc ça, c'est aussi un champ de recherche, je pense, qui est très intéressant pour faire l'histoire de l'ICAIC et de sa production, mais c'est pas mon objet d'étude. Donc là, je me centre pas du tout sur toute la production de Sala Gomez ou sur toute la production de Marisol Torio. Je me centre juste sur 2 films qui ont en commun de s'interroger sur la place des femmes dans la Révolution, sur leur participation à la Révolution. Donc Mi Aporte, c'est un film d'autant plus intéressant que c'est une commande de la Fédération des femmes cubaines qui a finalement refusé le film. Dont je n'ai trouvé aucune trace dans les archives, donc je n'ai pas consulté d'archives qui permettent d'affirmer ça, mais c'est ce que différents spécialistes de Sala Gomez avancent sur la base d'interviews avec des personnes qui étaient ses amies dans la période. Donc c'est quelque chose qui revient souvent quand on cherche des informations sur ce film, mais qui me semble probable, mais qui n'est pas... en tout cas, moi, je ne peux pas l'attester par des archives. Et c'est un film vraiment très pertinent pour mon sujet parce qu'il aborde la question de l'intégration des femmes au monde du travail. Donc là, dans ce film-là, le sport, l'engagement militaire, ça disparaît complètement. Elle se centre vraiment sur les femmes et le travail à l'extérieur du foyer. Et contrairement au Noticiero ou contrairement aux différents films dont je vais parler pour ce qui sera le chapitre 3 de ma thèse, elle va plutôt insister sur les difficultés de cette intégration, donc notamment les réticences de certains hommes, mais aussi le soutien de l'État insuffisant. Donc le fait notamment que les places dans les crèches ou dans les écoles sont insuffisantes. Donc là, c'est intéressant parce que ça concorde avec ce que j'ai pu lire dans différents ouvrages de référence d'histoire sur la question des femmes et du travail dans la Révolution. Donc formellement, c'est aussi un film très intéressant où elle a la volonté d'interroger des femmes de différents milieux sociaux. Elle accompagne aussi des militantes de la FMC. Donc je vais passer rapidement, d'autant plus que j'ai eu la chance de pouvoir publier un texte sur ce film dans un livre qui s'appelle Le geste documentaire des réalisatrices Amérique latine-Espagne, exactement. Donc qui est issu d'un colloque organisé à Lyon et à Grenoble en 2019. Donc je vais passer rapidement là-dessus parce que tout ce que je développe ici se trouve dans ce chapitre. Mais du coup, c'est un film très original aussi du point de vue de son dispositif formel, qui adopte une structure en 3 parties, où à chaque partie, Sala Gomez projette les images du film aux protagonistes, donc à différents groupes de femmes, et suscite un débat, et ensuite filme ce débat et l'intègre à ce film. Donc c'est ça qui lui permet de débattre avec des femmes issues de différents milieux, donc d'abord de milieux plutôt aisés et plutôt intellectuels, et ensuite avec des ouvrières du secteur du tabac. Donc c'est ça qui lui permet de multiplier les points de vue, de multiplier les perspectives sur cette question. Donc je voulais projeter une séquence où elle suit des militantes de la FMC qui vont chercher une femme parce que cette femme ne travaille pas au sens où elle n'a pas d'emploi en dehors de son foyer, et donc du coup vont chez elle pour l'inciter à chercher un emploi, et en fait elle va expliquer que en fait elle ne peut pas parce que ça impliquerait de laisser son aîné aller seul à l'école, parce qu'elle est seule pour s'occuper de ses enfants. Et donc en fait on va voir que le montage permet véritablement d'insister sur le fait que cette femme a des conditions de vie difficiles,
On voit notamment que son logement est très modeste. Et donc, en fait, tout nous montre, à travers le montage et la mise en scène, qu'elle a de bonnes raisons de ne pas aller travailler. Donc implicitement, la réalisatrice va vraiment prendre parti pour cette femme et prendre parti pour elle contre les militantes de la Fédération des femmes cubaines qui, au contraire, voudraient l'inciter à tout prix à prendre part aux activités de production. Y esos son los planteamientos que hacen cada vez que faltan al trabajo. La vamos a buscar a la casa, no puedo ir hoy porque tengo este tipo de situación especial. Que entendemos que en un futuro no muy lejano se entrarán a resolver con los círculos infantiles, etcétera, pero en este momento existen esos problemas y tenemos dificultades con ellos. Esta comisión se encarga de captar a las compañeras que abandonan el trabajo, que a veces van a trabajar 2 o 3 días y nosotros no sabemos cuál es la razón por la cual ellas faltan. Entonces esta comisión las visita y para ver los problemas que ellos tienen. En lo general el problema que se presenta es el problema de los niños que no tienen dónde dejarlo, que en ocasiones el círculo no alcanza o la escuela o no tienen. Tengo entendido que la compañera Regina ya ha discutido con esta compañera que vamos a ver ahora, ¿no? Sí, ella ha discutido ya con ellos. ¿Cuál ha sido su planteamiento? La compañera me planteaba que ella no podía salir de aquí porque como ella vive en Santa Cruz y al central y dejar al niño solo. Bueno, yo le dije a la compañera a ver si me lo podían poner en Boca Jaruco porque era mejor para mí, para poderme integrar temprano al trabajo y no ir tarde como las otras y no tener ausencia de ninguna clase. Y ella me contestó que después nosotros hablaríamos. Y yo le dije a ella que ya a mediados de curso yo no podía ponerle el niño. Ahora que ella no podía dejar de trabajar por que el niño no fuera a Boca de Jaruco, porque nosotros tenemos aquí, si se quiere, un semi-internado porque le damos almuerzo a los niños. Entonces ella me dijo que no, y yo le dije, bueno, ya volveremos a vernos y vamos a hablar de esto. Y hoy estamos hablando, yo creo que ya la compañera está convencida y va a trabajar. Y como no, yo sí, porque tengo la necesidad de trabajar. Yo tengo 3 muchachos que mantener. Imagínense, tengo la necesidad que ellos tengan un lugar de eso. Que aprendan. ¿Y el problema del horario cómo lo vas a resolver? Bueno, yo voy a hablar con el jefe personal a ver, porque imagínate, hasta que yo no lo entre al colegio yo no puedo irme a trabajar. Porque a lo mejor me dice que sí, que va para el colegio, pero cuando viene a ver se va para allá con los otros muchachos, para el Huerta del Río, y uno está con la preocupación de que se ahogó, que lo mató una máquina y no puedo estar tranquila en el trabajo, la verdad. Y tengo necesidad de irme a trabajar. ¿Tú vives sola con los... Sí, yo vivo sola con mis 3 hijos. Yo soy la cabecera de familia. Voilà, donc comme je le disais, là, implicitement, Sarah Gomez prend parti pour cette femme, elle nous montre que cette femme n'est pas de mauvaise volonté, mais c'est qu'elle a elle a de bonnes raisons, au vu de ses conditions de vie, de ne pas pouvoir occuper d'emploi dans la production. Un autre aspect très intéressant, c'est le fait que Sarah Gomez s'inclut dans cette séquence. Donc on la voit au début dans la voiture, elle est à gauche. Et à un moment aussi on entend sa voix, c'est elle qui pose une question. Donc du coup c'est une séquence qui prend parti de manière assez claire à travers les choix de montage, notamment pour cette femme. Le simple fait d'insister sur les problèmes que cette femme rencontre va déjà à l'encontre du discours officiel qui était présenté dans le Noticiero ou dans les autres films dont je vous ai parlé, qui disait que voilà, les círculos infantiles c'est merveilleux, ça fonctionne très très bien et du coup ça permet aux femmes de laisser leurs enfants, on s'occupe très bien d'eux et tout va bien et ensuite elles vont travailler dans les usines ou dans les champs et elles sont très heureuses, c'est très épanouissant, etc. Et donc c'est une séquence qui va aussi mettre en lumière les ambiguïtés du rôle joué par les militantes de la Fédération des femmes cubaines, parce qu'ici elles semblent quand même peu compatissantes vis-à-vis de la situation de cette femme. On a l'impression que leur rôle est d'inciter cette femme à travailler coûte que coûte. Donc c'est pour ça que l'idée que ce film, qui est initialement une commande de la Fédération des femmes cubaines, ait été ensuite refusé par cette même organisation me semble assez plausible. Encore une fois, je n'ai pas d'archives pour l'affirmer, mais ça me semble assez plausible. Et l'autre aspect qui est très intéressant, qui est peut-être pas complètement explicite, mais qui est en fait quand même évident pour Cuba, c'est que Sarah Gomez, qui est elle-même une femme noire, fait le choix de montrer la condition d'une femme noire, sachant que le discours officiel sur le racisme considère que c'est un problème réglé.
Donc c'est pas une question qui va être abordée de manière frontale, mais c'est pas quelque chose qu'elle aurait pu faire de toute façon dans le contexte de l'époque. Le simple fait déjà de mettre en avant les problèmes de cette femme noire de classe populaire pour s'occuper de ses enfants en étant seule, les pressions pour qu'elle ait en plus un emploi, ce qui est quand même difficile pour elle, c'est déjà quand même assez significatif. J'ai trouvé les écrits très intéressants d'une autrice états-unienne, Devin Spence Benson, qui écrit à ce sujet, donc à propos de cette séquence, que Sarah Gomez renverse 2 clichés racistes. Déjà, elle renverse le cliché de la femme afro-cubaine qui ne voudrait pas travailler, ne voudrait pas prendre part à la révolution, puisque là, cette femme, elle dit clairement qu'elle veut travailler. Et aussi le cliché de la mauvaise mère afro-cubaine qui n'aurait pas la culture nécessaire pour élever ses enfants, puisque au contraire, elle est très préoccupée ici d'élever ses enfants dans de bonnes conditions. Là, j'ai parlé de une séquence très précise qui me semblait très significative, mais l'ensemble du film est vraiment très intéressant pour mon sujet parce que va vraiment à l'encontre en fait des films auxquels je vais consacrer le chapitre 2, le chapitre 3 du Noticiero, des films dont je vous ai parlé. Donc c'est vraiment c'est vraiment un film qui va avoir une place importante dans le 4e chapitre de ma thèse. Je vais aussi le mettre en rapport avec le film de Marisol Trujillo, donc Mujer ante el espejo, sur lequel je vais terminer cette présentation, qui est un documentaire de 1983 sur une danseuse de ballet, Rosario Suárez, qui parle de ses difficultés à concilier sa vie professionnelle et sa maternité. Et elle confie avoir avorté une première fois parce qu'elle est tombée enceinte à un moment où on lui proposait un rôle très important. Donc même si l'avortement est légal, c'est tout de même un sujet relativement tabou, donc c'est tout de même original de voir dans ce film qu'une femme en parle ouvertement. Mais ensuite, elle tombe enceinte à un autre moment de sa vie où là, elle peut mener à bien cette grossesse et donc elle devient mère. Et ensuite, le film se centre sur son rapport à la maternité et sur son quotidien qui n'est pas simple. Notamment parce que le film montre ostensiblement à quel point son mari n'a pas l'air de se soucier des soins apportés à leur enfant et des tâches ménagères. Et donc là encore, la réalisatrice prend clairement parti pour nous montrer donc une répartition du travail domestique qui a l'air pour le moins inégale dans ce couple. La primera semana fue terrible, no estaba organizada, no tenía la menor idea de lo que era un niño en una casa. Después que llegó, fue que yo supe lo que era. Yo me imaginé que iba a ser tremendo eso. Yo preparé la casa para cuando ella llegara, pero así todo, cuando llegó, estaba sola y era enloquecedora. Todas las cosas las hacía a la misma vez, porque sabía que todas las tenía que hacer, pero no sabía muy bien el orden. Y ahí era donde todo empezaba a hacer, pero no acababa ninguna cosa. Y ahí sucedieron accidentes tremendos. La vida es completamente diferente. Sí, sigue todo girando alrededor de ella. Y se me fue este primer mes, por ejemplo, y ya yo tengo que empezar a trabajar de nuevo. Y yo me pregunto ahora, cuando yo tenga que dejarla más de 2 horas, que es lo que yo la dejo ahora para ir a hacer algunas cosas. Yo ahora tengo unos deseos de trabajar tremendos, pero entonces a la vez tengo unos deseos tremendos de cuidarla yo. Es lo único que me da confianza, ¿no?
saber que yo estoy cerca de ella. Voilà, on va s'arrêter là. Donc voilà, je pense que vous avez vu des rires dans la salle, je pense que vous avez compris à quel point là c'est évident que la réalisatrice dénonce cette répartition quand même inégale du travail domestique à un point où c'en est même presque caricatural. Donc là encore, c'est quelque chose qui va entrer en dissonance avec la première partie de mon corpus, donc aussi bien les éditions du Noticiero que les films qui composeront le chapitre 3, qui nous disaient que tout était merveilleux pour les femmes dans cette nouvelle société révolutionnaire. Là, on voit plutôt les difficultés pour cette danseuse Rosario Suarez dans son quotidien. Et donc, c'est particulièrement original aussi, puisque c'est une séquence qui insiste vraiment sur la question du travail domestique. Qui n'apparaît pas dans le Noticiero, qui apparaît un petit peu dans Con las mujeres cubanas à travers donc ces micro-trottoirs où certains hommes machistes qui ne veulent pas s'occuper des tâches ménagères sont ridiculisés. Mais là, ça apparaît sous un autre angle, parce que là, il s'agit vraiment de montrer dans l'intimité d'un couple comment les choses se passent. Donc ça aussi c'est un film qui va être important dans le chapitre 4 de ma thèse. Donc je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai assez parlé. J'ai quelques références bibliographiques si quelqu'un me les demande. Donc je vous remercie vraiment, j'ai parlé vraiment très longtemps, je vous remercie beaucoup de votre attention et je serai très heureuse de répondre à vos questions et d'écouter toutes vos remarques, suggestions. Bravo.